Les bombardiers alliés. La Seconde Guerre mondiale a vu l'avènement du bombardier. Dans un premier temps, ce furent les Allemands qui dominèrent par l'emploi d'une tactique de support des troupes au sol lors de leurs avancées. Puis ce fut le tour des Alliés. Ils s'appuyèrent tout d'abord sur les doctrines allemandes de bombardement tactique, puis s'orientèrent vers le bombardement stratégique tel qu'il avait été prophétisé dès les années 30. En 1944, les bombardiers tactiques alliés contrôlaient les champs de bataille terrestres, tandis que les bombardiers stratégiques volaient jour et nuit pour pulvériser le cœur de l'Allemagne et du Japon et leur potentiel guerrier. Finalement, les bombardiers américains larguèrent les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, mettant le Japon à genoux et ouvrant une nouvelle ère stratégique. C'est au début de la Deuxième Guerre mondiale qu'on s'aperçut que l'attaque au sol pouvait jouer un rôle vital dans le conflit. En résulta le Vultee Vengeance, le premier avion allié spécifiquement conçu comme bombardier en piqué pour les champs de bataille terrestres. En 1931, Vengeance furent construits en 4 variantes principales, avec différents armements et des moteurs de plus en plus puissants pour une vitesse maximum de 450 km/h. Cet appareil était le fruit d'une demande anglaise en 1940 et l'avion vola dès 1941. Cependant, lorsqu'il entra en service en 1943, le Vengeance était déjà dépassé. Au moins 6 escadrons devinrent opérationnels sur le type, tous prenant part aux opérations contre les Japonais en Birmanie. Quatre de ces escadrons étaient anglais, 2 indiens. L'un d'eux, le Squadron 8, opérait à partir des aérodromes de Johari et Mamur. Le Vengeance était un avion biplace. Le pilote contrôlait une batterie de 4 à 6 mitrailleuses fixes dans les ailes pour le strafing. En dépit de sa taille, le Vengeance avait une bonne manœuvrabilité. Les aérofreins sous l'intrado de ses ailes étaient efficaces. Le Vengeance pouvait délivrer son armement avec une très grande précision avant d'effectuer sa ressource et de remonter à l'aide du puissant moteur en étoile. À l'arrière du cockpit, le second homme d'équipage disposait d'une seule arme d'autodéfense, généralement une mitrailleuse de 12-7. Les premières versions étaient équipées d'une paire de mitrailleuses de 7 mm 62 à la place. Le Vengeance emportait 900 kg de bombes, lancées en piqué avec les aérofreins déployés pour contrôler la vitesse. La majorité de ces avions furent employés dans le rôle important, mais bien moins glamour, de remorqueurs de cibles en Australie, en Angleterre ou aux États-Unis. Dans l'aviation américaine, le Vengeance était désigné A-35. Au commencement de la Seconde Guerre mondiale, les rescapés des 176 bombardiers moyens monomoteurs Vickers-Wellesley étaient déjà dépassés, mais furent engagés contre les Italiens en Afrique en 1940 et 1941. Les bombes étaient emportées dans des pods profilés sous les ailes. L'armement comportait des mitrailleuses de 7-7 dans l'aile droite, tirant vers l'avant, et une Vickers K mobile dans le cockpit arrière. Après 1941, les Wellesley furent relégués à de modestes missions de reconnaissance maritime. Issu d'une spécification de 1931 pour un avion multirôle de transport et de bombardement, le Bristol Bombay était comme bien d'autres avions anglais périmé lorsque les 50 premiers avions entrèrent en service en 1939.
Monoplan à aile haute assez disgracieux, avec un train d'atterrissage fixe et 2 moteurs en étoile, il pouvait emporter 24 soldats en cabine et environ 1 tonne de bombes sous le fuselage. Avec relativement peu de puissance, un train d'atterrissage fixe et une aérodynamique assez peu soignée, le Bombay n'offrait pas vraiment de haute performance. Mais l'appareil ne posait aucun problème à ses pilotes et la combinaison de volets d'une aile épaisse permettait des atterrissages et des décollages très courts à vitesse très réduite. Du coup, le Bombay pouvait utiliser des pistes sommaires sans souci, et ce fut particulièrement précieux en Afrique du Nord. Les Bombay ont servi sur le théâtre d'opérations méditerranéen, principalement comme transport. Ils furent occasionnellement utilisés pour des bombardements nocturnes contre les Italiens en 1940. Le Armstrong Whitworth Whitley pouvait emporter 3 tonnes de bombes grâce à la puissance de ses 2 moteurs et il constitua l'ossature du Bomber Command jusqu'en 1941 lorsqu'il fut relégué à une importante carrière secondaire dans la reconnaissance maritime, l'entraînement des troupes aéroportées. On attendait beaucoup du Bristol Blenheim, lequel fut le premier bombardier tactique à grande vitesse anglais à son entrée en service en 1937. Le Blenheim Mark I portait 500 kg de bombes et atteignait 450 km/h avec ses 2 Bristol Mercury en étoile de 840 chevaux. La production du Mark I-N avec son cockpit singulier totalisa 1427 exemplaires, construits en Angleterre mais aussi sous licence en Finlande et en Yougoslavie. Mais en 1939, la plupart avaient été relégués sur le théâtre méditerranéen. Le Mark I fut suivi par 3285 exemplaires du Blenheim Mark IV, au nez plus long et plus conventionnel. En dépit de ses moteurs bien plus puissants, il avait de plus mauvaises performances que son prédécesseur, mais disposait d'un meilleur armement défensif ainsi que d'une meilleure maniabilité en l'air. Mais les opérations menées de jour au début de la guerre ont montré 2 choses. L'une était que ce bombardier léger manquait de vitesse pour échapper aux chasseurs allemands. L'autre, qu'il était trop faiblement blindé et protégé pour faire face à ses ennemis. 945 Blenheim Mark V furent développés pour la haute altitude, mais ils furent très peu employés. Le Blenheim fut également le premier chasseur de nuit britannique efficace. Les conversions Mark I-F et Mark IV-F avaient un radar dans le nez, les premiers au monde, et une gondole ventrale de 4 mitrailleuses Browning. En dépit de ses limitations et des pertes, le Blenheim fut important, car il permit la formation d'un noyau dur d'équipage expérimenté dans le bombardement tactique et l'appui-feu. Le premier appareil américain entré en service pendant la Seconde Guerre mondiale fut le Lockheed Hudson, qui était un dérivé militaire du modèle 14 Super Electra de transport civil. Il rendit d'innombrables services comme bombardier léger et avion de reconnaissance maritime à partir du début de la guerre, mais il fut rapidement considéré comme insuffisant pour ce rôle. En 1940, les Anglais demandèrent à Lockheed de lui donner un successeur, une évolution du modèle 18 Lodestar, civil également, appelé Ventura ensuite dans les RAF. Le Ventura avait une soute à bombes plus volumineuse, capable d'emporter plus d'une tonne de bombes contre 500 kg pour le Hudson. Le Ventura Mark I commença sa carrière avec le Bomber Command en octobre 1942. Il avait 2 Pratt & Whitney R 2800 en étoile, développant 1850 chevaux chaque,
puissance qui fut portée à 2000 chevaux avec le Ventura Mark II pour une vitesse de 480 km/h. Le Ventura disposait d'un armement défensif beaucoup plus important que le Hudson, avec 2 mitrailleuses 7,62 en position ventrale, 2 à 4 du même calibre dans une tourelle dorsale et 4 armes dans le nez. Ces derniers comportaient 2 mitrailleuses de 12,7 fixes et 2 7,62 mobiles. L'US Air Force utilisait également cet avion comme le B-34 Lexington pour les patrouilles côtières et l'entraînement. L'US Navy employant un grand nombre de PV-1 avec un nez plein équipé de 5 mitrailleuses lourdes comme bombardier patrouilleur. Le Ventura ne connut pas de grand succès dans le rôle de bombardier et en fait, ses équipages l'appréciaient bien peu. À l'automne 1943, les Ventura furent réattribués au Coastal Command. 2 squadrons servirent essentiellement pour la reconnaissance météo. Cette séquence est typique des raids de jour des bombardiers légers du deuxième groupe du Bomber Command en 1943. Seulement 3 squadrons du groupe numéro 2 basé en Angleterre furent opérationnels sur Ventura. L'un d'eux fut le 464 Squadron, basé à Metswold dans le Norfolk. Le 16 mai, 12 Ventura furent lancés dans un raid contre l'aérodrome de Morlaix en Bretagne, à leur base de chasseurs allemands. En dépit de bonnes conditions pour le bombardement en moyenne altitude, le raid n'obtint pas de résultats significatifs. Les équipages, spécialement les mitrailleurs, ne pouvaient relâcher leur vigilance en cas de représailles de la part de la chasse. Et les 12 appareils revinrent indemnes à leur base. « 2475 exemplaires du Ventura furent construits au total. Ils furent utilisés également par l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Bien que les bombardiers lourds pouvaient emporter une grande quantité de bombes optimisées pour un grand pouvoir de destruction, des avions plus petits se cantonnaient aux bombes simples de 250, 500 ou 1000 livres. De telles armes avaient un effet de souffle et de fragmentation et pouvaient être larguées avec une plus grande précision que les bombes plus lourdes. Le North American Mitchell fut l'un des plus importants avions d'attaque et bombardiers moyens employés par les Alliés pendant le conflit. 9816 furent produits, toutes versions confondues, jusqu'au B-25J de l'US Army Air Force. Les Mitchell furent utilisés sur tous les théâtres d'opération par de nombreuses nations comme l'Australie, le Brésil, la France, les Pays-Bas, l'Angleterre, les USA et même l'URSS, qui reçut plus de 860 de ces avions au titre du programme Lend-Lease. Le Mitchell est issu du prototype NA-40, financé en propre par North American et qui fut commandé directement sur plan en septembre 1939. Les premiers modèles de série avaient un fuselage plus large, un équipage de 5 hommes au lieu de 3 et un armement défensif plus important. Les 4 premiers modèles furent les B-25D, G, H et J. Les B-25D du Bomber Command, ici en service avec les squadrons 98 et 180 basés dans le Norfolk, début 43, avaient été dénommés Mitchell Mark II, suivis par les B-25J ou Mitchell Mark III. Tout au long de la production, la puissance, incarnée par les deux Wright R2-600 en étoile de 1700 chevaux, ici en cours d'entretien en Sicile en août 43, resta inchangée, mais les capacités offensives comme défensives furent régulièrement augmentées. Le B-25D
avec son nez vitré, emportait 1500 kg de bombes et 5 mitrailleuses 12-7 au total. Dans le nez, dorsal, ventral, il pouvait atteindre 450 km/h. Le B-25J était limité à seulement 440 km/h, mais il était un formidable avion de combat avec jusqu'à 2000 kg de bombes et pas moins de 14 mitrailleuses 12-7. Pour les missions d'attaque au sol, 8 mitrailleuses fixes étaient installées dans le nez plein du B-25J. Il y en avait 6 de plus dans une tourelle dorsale, une tourelle de queue et des nacelles latérales. En mission de bombardement ou en attaque en basse altitude, le Mitchell fut un avion impressionnant. Le Tupolev SB-2 fit son baptême du feu lors de la guerre civile en Espagne et il devint le principal bombardier léger soviétique jusqu'en 1943. Il resta toutefois en service jusqu'à la fin de la guerre, mais fut relégué progressivement à des missions d'attaque de jour, à des missions de bombardement de nuit pour finir comme remorqueur de cible ou dévolu à d'autres missions de second plan comme l'entraînement. Le SB-2 était parfois équipé de skis pour continuer ses missions pendant le terrible hiver russe. Les deux principales versions disposaient du moteur M100, ensuite ce fut le SB-2 bis, amélioré avec des moteurs M103. Bien que techniquement dépassé lorsque sa production cessa à la Mi-41, le SB-2 avait des performances qui le rendaient encore utile. Son importante surface à l'air lui autorisait un plafond très élevé et en faisait une cible difficile à intercepter pour les chasseurs allemands. De plus, le SB-2 possédait un taux de montée qui permettait à ses équipages de surprendre les chasseurs qui tentaient de les engager. Alors que l'armement défensif du SB-2 était très léger, grâce à son agilité, cet avion a joué de bien mauvais tours à la chasse de la Luftwaffe. La Chine, la Bulgarie et la Finlande furent les autres utilisateurs du SB-2, dont 6967 exemplaires furent produits. Les origines du bombardier léger quadriplace Baltimore sont liées au XA-22, produit par la même firme et rejeté par l'US Army Air Corps en 1939, mais adopté par la France en tant que Martin 167F et repris par les Anglais sous le nom de Maryland, bombardier de reconnaissance. Le Maryland, utilisé sur le théâtre méditerranéen à partir d'octobre 1940, fut très apprécié dans un premier temps avant de montrer ses limites. Les Anglais commandèrent un Baltimore amélioré avec ses deux Wright 2600 double cyclone en étoile d'une puissance de 1660 chevaux, ce qui lui permettait une vitesse maximum de 480 km/h à la place des 450 du Maryland, alors que la charge de bombe demeurait de 1000 kg environ. L'armement défensif du nouvel appareil passait de 6 mitrailleuses 7,62 pour le Maryland à entre 8 et 14 du même calibre sur le Baltimore Mark III. Ce dernier disposait d'une tourelle motorisée à la place des mitrailleuses manuelles des autres versions. Ces nouvelles armes étaient agencées de la manière suivante: 4 dans les ailes, 2 ou 4 en tourelle dorsale, 2 en position ventrale et en option, 4 mitrailleuses fixes tirant vers l'arrière.
Le fuselage du Baltimore a été conçu suffisamment large pour que les membres d'équipage puissent changer de place, ce qui était impossible dans le Maryland. 1575 Baltimore furent construits et, bien qu'il fût employé par l'Australie, la France, la Grèce, l'Italie, l'Afrique du Sud et la Turquie, c'est avec les Anglais qu'il fut majoritairement en service. Le Baltimore s'avéra particulièrement apprécié par ses équipages, même si sa charge de bombes était assez réduite. Les premières versions firent un travail remarquable lors des campagnes du désert nord-africain et en Tunisie, où les Baltimore attaquèrent sans relâche les troupes allemandes et italiennes et aidèrent à dévaster la flotte de navires de l'Axe qui ravitaillait l'Afrique du Nord. Les Baltimore servirent dans 8 squadrons anglais et 3 sud-africains sur le théâtre méditerranéen et jouèrent un rôle important en Sicile, à l'instar de ce bombardement près d'Adrano. Il fut engagé en première ligne lors de la conquête de l'Italie, parfois même en mitraillant des cibles juste devant les troupes alliées avec ses mitrailleuses d'ailes. Sa vitesse en faisait un appareil difficile à descendre et son important armement défensif était une autre raison pour laquelle les pilotes de chasse allemands n'étaient pas bien chauds pour l'engager. Il fut employé par les Italiens au-dessus des Balkans après l'armistice. Surnommé le faiseur de veuves en raison de nombreux accidents au décollage ou à l'atterrissage à cause de son importante charge à l'air, le B-26 Marauder fut plusieurs fois à 2 doigts de voir sa production interrompue. Cependant, une fois ses défauts identifiés, le Marauder obtint le plus bas taux de perte de tous les bombardiers moyens US. Les variantes les plus importantes furent les B-26B et C, assez semblables, et les B-26F et G, largement améliorés. Le B-26G disposait de pas moins de 11 mitrailleuses de 12,7. On trouvait une mitrailleuse manuelle dans le nez et dans les postes de tir latéraux, une tourelle double dorsale motorisée et une tourelle de queue auxquelles s'ajoutent 4 autres mitrailleuses plaquées contre l'avant du fuselage, tirant vers l'avant pour augmenter la puissance de feu lors d'un strafing. Le B-26 disposait de 2 Pratt & Whitney R2800 en étoile de 2000 chevaux, lui offrant une vitesse de 450 km/h. La charge utile était de 2 tonnes de bombes. Employé en grande quantité, le Marauder s'avéra particulièrement dévastateur. Plus de 5000 exemplaires furent construits, la plupart étant affectés à l'US Army Air Force. Le Wellington entra en service en 1938 comme bombardier moyen, sa charge utile de 3 tonnes étant assez remarquable. Malheureusement, il connut de lourdes pertes lors des premiers raids de jour, tout en gagnant la réputation de bien supporter les dommages dus au combat. C'est le résultat de la structure de l'appareil, de type géodétique, expérimenté sur le monomoteur Wellesley. À partir de décembre 1939, le Wellington devint un bombardier nocturne. Les 2 versions importantes furent les Wellington Mark I et Mark X. Le Mark I était équipé de Bristol Pegasus de 1000 chevaux. Il connut 3 versions, dont le Mark IC construit à 2685 exemplaires.
Le Mark 10 fut le plus produit, atteignant 3803 exemplaires. Il était équipé des Bristol Hercules de 1675 chevaux. Le Wellington était conçu pour un équipage de 6 hommes, comprenant le pilote, le copilote, l'opérateur radio, qui était aussi mitrailleur, le navigateur, qui prenait également la fonction de bombardier, et 2 mitrailleurs. Lorsque la situation le permettait, il faut noter que les Wellington volaient souvent avec seulement un équipage de 5 hommes. Toutes les mitrailleuses étaient du calibre 7,7. La tourelle de nez de ces 2 mitrailleuses, ainsi que la tourelle de queue équipée de 2 ou 4 armes, étaient motorisées. Les armes libres étaient sous la responsabilité de celui qui pouvait alors concentrer son attention sur la plus importante menace. En octobre 1943, le Wellington fut retiré des unités du Bomber Command en faveur de quadrimoteurs plus efficaces. Mais, sur le front méditerranéen, il devait jouer un rôle important sur ce théâtre d'opération où les distances à parcourir étaient plus courtes et les défenses allemandes moins denses. La campagne d'Italie vit d'importantes missions de Wellington comme bombardier moyen. Ici, ce sont des Wellington Mark 10 basés à Amendola, au sud de l'Italie, en mars 1944. Le Wellington resta opérationnel dans cette zone jusqu'en mars 1945. Bien moins connu que des avions tels le De Havilland Mosquito ou le Junker 88, le Douglas Model 7 fit son premier vol en août 1939 et la première commande fut faite par la France pour le modèle DB-7 bombardier de jour. La plupart des appareils n'étaient pas encore livrés au moment de l'armistice de 1940. Ils furent alors livrés à la RAF qui les appela Boston. Les Américains commandèrent leur propre version comme le A-20 Havoc. Comme le Mitchell et le Marauder, le Douglas était un monoplan à aile haute, doté d'un train tricycle et de 2 moteurs en étoile, en l'occurrence des Wright Cyclone, chacun d'une puissance d'environ 1500 chevaux. La famille Boston Havoc a connu une infinité de désignations. Le plus largement utilisé fut le A-20C, ici sous la forme d'un Boston Mark IV de la RAF, avec des moteurs de 1600 chevaux pour une vitesse de 550 km/h. Il avait un armement de 1200 kg de bombes et 5 mitrailleuses. Il avait 2 12-7 fixes de chaque côté du nez et une du même calibre, mobile, en position dorsale, et 3 autres pouvant tirer vers l'arrière. La version qui connut la plus large production fut le A-20G avec 2850 exemplaires, utilisé seulement par l'US Army Air Force. Ses performances, son pilotage facile et sa solidité lui permirent un développement qui conduisit à la fabrication de pas moins de 7478 appareils. Le bombardier Douglas fut utilisé par l'Australie, le Canada et l'URSS qui modifia ses avions avec un armement dans le nez différent pour l'attaque au sol. Il fut également utilisé par les Français libres et rien n'a mieux montré ses capacités de grande vitesse à basse altitude que leur mission contre la France occupée par les nazis.
Les nazis sont entrés dans cette guerre avec l'illusion enfantine qu'ils allaient bombarder le monde entier, mais que personne ne les bombarderait eux. À Rotterdam, à Londres, à Varsovie et dans une cinquantaine d'autres endroits, ils ont mis leurs théories naïves en pratique. Et ils ont semé le vent et maintenant, ils vont récolter la tempête. Nous ne pouvons pas envoyer un millier de bombardiers à coup sûr sur l'Allemagne et à chaque raid. Pas encore en tout cas. Mais les temps viendront où nous le pourrons. Et nous montrerons aux nazis qu'ils ne doivent pas quitter d'un œil la ligne d'horizon occidentale. Ils y verront un nuage, aujourd'hui pas plus large qu'à la main d'un homme, mais derrière ce nuage se profile toute la puissance massive des États-Unis d'Amérique. Quand la tempête éclatera sur l'Allemagne, ils se souviendront des jours heureux à Lübeck, à Rostov ou à Cologne. Et comme un homme pris dans un ouragan se souvient des brises légères de l'été précédent, il faudra peut-être 1 an ou 2 ans, mais pour les nazis l'avenir est écrit et affiché. C'est leur affaire. Le remède est entre leurs mains. Beaucoup prétendent que l'on ne peut pas gagner la guerre avec des bombardements aériens. Eh bien, je leur réponds que nous n'avons encore jamais essayé et nous verrons. L'Allemagne, qui ne cesse de semer la mort à travers ses conquêtes et qui cherche à les étendre encore, sera le terrain d'une première expérience des plus intéressantes. Le Japon, lui, servira de confirmation. En quelques mots, l'Air Chief Marshal Sir Arthur Harris, commandant en chef du Bomber Command, a résumé sans embâche le caractère rationnel de la campagne de bombardement stratégique contre. Le Short Stirling fut le premier quadrimoteur bombardier nocturne de la RAF. Il entra en service en 1940, mais fut loin d'être un succès dans ce rôle de bombardier en raison de son aile petite et lourdement chargée. C'est le résultat d'une exigence officielle qui voulait que le Stirling soit capable d'entrer dans les hangars anglais dont l'ouverture de la porte est de 100 pieds maximum. Le Stirling devint plus tard un indispensable transporteur et remorqueur de planeurs. L'Avro Manchester est entré en service en novembre 1940. Bien que potentiellement un bombardier efficace, il échoua en raison du manque de fiabilité de ses Rolls-Royce Vulture. En dépit de ces imperfections, la puissance des quadrimoteurs alliés commençait à se faire sentir. Le pilier de la force de bombardement de l'US Army Air Force en Europe fut le Boeing B-17 Flying Fortress, qui fut produit à 12 731 exemplaires. Conçu avant la guerre, cet avion était prévu pour des bombardements de jour, de précision, à haute altitude, avec l'aide du viseur Norden. Voici un B-17F qui fut produit avec 3405 exemplaires, avec des moteurs Wright Air 1820 en étoile, 2200 chevaux. La défense du bombardier consistait principalement dans ses mitrailleuses qui comptaient une 7-7 dans le nez, une 12-7 dans une trappe du poste de l'opérateur radio et une dans chaque poste latéral, ainsi que 2 12-7 dans la tourelle de queue, autant dans la tourelle ventrale et la dorsale. La charge maximum de bombe d'un B-17 est de 8 tonnes en soute et des points d'emport rarement utilisés permettaient de monter à 9 tonnes 5. Un briefing précis permettait aux équipages de s'assurer du pourquoi, du comment et bien sûr de la localisation, du timing et de la composition de chaque mission. We've all been working very hard. The work has been grueling. It produced results, and our standard of performance is very high. Gentlemen, this is the real thing. This is the first operational mission we're going on. Le B-17F avait un équipage de 9 hommes comprenant le pilote et le copilote, le bombardier,
le radio, 5 mitrailleurs pour les tourelles ventrales dorsales et les postes latéraux. Le mitrailleur de queue était tout seul, isolé à l'arrière. Une fois en l'air, les forteresses volantes se rassemblaient en formation serrée, formant des boxes en 3 dimensions pour que chaque formation se couvre mutuellement contre les attaques des chasseurs allemands. Mais à l'expérience des combats, on découvrit que les formations en boxe étaient insuffisantes face aux attaques déterminées de la Luftwaffe et on escorta les bombardiers avec des chasseurs comme le P-38 Lightning, le P-47 Thunderbolt et finalement le plus efficace, le P-51 Mustang. Au sein de leur formation serrée, les forteresses volantes entamèrent la campagne de bombardement de l'Allemagne contre les sites industriels, les moyens de transport et de communication, cherchant à les détruire par un bombardement précis. Les vagues de bombardiers, chemin faisant, étaient assaillies par les chasseurs allemands et devaient éviter les principales zones de flak pour rejoindre leurs cibles et les bombarder. Inévitablement, il y avait des pertes face à la chasse à l'artillerie antiaérienne et de nombreux appareils furent endommagés. Mais en 1944 et 1945, les B-17 de la 8e Air Force frappèrent de façon décisive l'Allemagne. Après avoir complété la mission, les forteresses volantes retournaient à leur base en Angleterre. Les équipages pouvaient alors se reposer, tandis que les équipes de maintenance s'occupaient de préparer les avions pour les prochaines missions.
Comme les Américains, les Anglais croyaient à l'importance des briefings des équipages, cette fois pour un raid en juin 1942. Than hitherto. And I've just been told that our number is expected to be over 1,100. This group is providing 150. This station, 22 are here, and 5 crews are playing away. Now, the object of tonight's operation is to blot out the town of Bremen. In addition, there are 2 special targets. There's a Detmark submarine building yard, which is a tremendously important submarine building establishment, and also, and even more important, the Fokker-Wulf works, which are situated to the south of Bremen itself. L'équivalent anglais du B-17 fut le Avro Lancaster, un bombardier de nuit conçu pour les bombardements de saturation bien plus que pour les attaques précises. Sur ces images, les équipes au sol complètent la préparation de leur Lancaster. La charge en bombe atteignait 8 tonnes. Pour les missions de saturation, de volumineuses et lourdes bombes pouvaient être employées. La déflagration de l'énorme charge d'explosifs de ces armes avait un effet de souffle terriblement destructeur. Les Lancaster sont entrés en service à la fin de 1941 avec des moteurs Rolls-Royce Merlin 20 de 1460 chevaux. Le Lancaster ne connut pas beaucoup de modifications, sauf pour des moteurs un peu plus puissants et quelques petits détails tout au long de la période de production des 7377 exemplaires. Il était défendu par 8 mitrailleuses de 7,62 situées par 2 dans les tourelles avant et dorsales et 4 dans la tourelle de queue. Comme les bombardiers américains, les Lancaster avaient à affronter la DCA et la chasse allemande, surtout les chasseurs de nuit équipés de radars. Mais quand ils atteignaient leur cible, comme ici avec le 463 Squadron au-dessus de Brunswick en 1944, les effets du bombardement pouvaient être effrayants. Vagues après vagues, les bombardiers tentaient de toucher la même zone et lorsqu'ils réussissaient, ils créaient une véritable tempête de flammes particulièrement dévastatrice. Ils effectuèrent également quelques missions à basse altitude comme celle contre l'usine Gnome et Rhône à Limoges par le Wing Commander Leonard Schuster. Lors de la seconde moitié de 1944, le manque de pilotes expérimentés et de carburant avait fait de la Luftwaffe l'ombre de ce qu'elle avait été. Et ce fut une bonne opportunité pour le Bomber Command d'enfoncer le clou. Lors de la campagne de bombardement nocturne, le Lancaster opéra avec le Handley Page Halifax, dont les formes plus étroites différaient des formes arrondies du Lancaster. Des bombardements plus précis étaient réalisables de jour. Il devenait possible aux Anglais de s'en prendre à des cibles plus petites, comme les centres de communication et les centres de production de carburant synthétique. Les Allemands firent d'énormes efforts pour cacher ces cibles clés en faisant des écrans de fumée à l'approche des bombardiers, comme lors de cette attaque de 617e Squadron, avec les bombes géantes Tallboy contre le cuirassé Tirpitz bloqué dans les eaux norvégiennes. L'usage d'écrans de fumée était inutile puisque les Anglais pouvaient utiliser des radars et des systèmes de navigation efficaces contre les cibles invisibles. En
mai 1943, des missions de bombardement de précision furent lancées directement contre les barrages de la Ruhr, tel le barrage de la Sorpe, vu ici depuis un Mosquito d'escorte. Bien que ce barrage n'ait pas été détruit, ceux de l'Eder et de la Möhne le furent, avec des résultats spectaculaires. À l'automne 1945, les attaques de jour et de nuit contre les villes allemandes, les centres industriels et les raffineries avaient rendu les Allemands incapables de résister face aux troupes alliées. En dépit des quantités astronomiques de bombes qui pleuvaient sur l'ennemi, les bombardiers devaient toujours faire face aux canons antiaériens allemands qui utilisaient de plus en plus de radars, ce qui améliorait leur précision. Mais les bombardiers étaient en train de gagner. L'un des appareils les plus polyvalents de l'inventaire américain de cette période était le B-24 Liberator. La production de cet appareil magnifique fut de 18 482 appareils, le total le plus élevé de tous les avions américains de l'époque. Le Liberator disposait d'un train tricycle et se montrait à la fois efficace et populaire auprès de ses équipages, comme on peut le constater avec les nombreux Nose Art qui personnalisaient ces avions. L'appareil était fiable et efficace et au combat il prouva qu'il était capable de bien résister aux attaques de la chasse ennemie. En l'air, ses ailes très efficaces supportaient 4 Pratt & Whitney Twin Wasp de 1200 chevaux, ce qui donnait une vitesse de 480 km/h. Son autonomie pouvait atteindre 4500 km sur les premières versions en limitant délibérément la charge de bombe à 4000 kg. Le long rayon d'action fit du Liberator un appareil bien plus adapté aux opérations dans le Pacifique que le B-17, mais le Liberator fut largement employé aussi sur le théâtre européen comme bombardier ou patrouilleur maritime. L'armement défensif était typiquement américain et constitué de 10 mitrailleuses lourdes de 12-7. Elles étaient disposées par paires dans les tourelles dorsales, ventrales et de queue, ainsi que 2 en position latérale et 2 autres dans le nez. Ces dernières étaient orientées manuellement à l'intérieur du nez vitré, mais plus tard, on les installa dans une tourelle à partir du B-24H. La seule autre nation à faire un large usage du Liberator fut l'Angleterre qui disposa des versions de bombardement et de patrouille maritime. Comme les autres bombardiers lourds, les Liberators pouvaient être sévèrement endommagés, mais parvenir à regagner la base.
Comme cet avion le montre lors d'un atterrissage d'urgence avec la roulette de nez rentrée, sa faible garde au sol pouvait s'avérer être un avantage dans certaines circonstances. Le B-29 Super Fortress a été conçu pour prendre le relais des B-17 Flying Fortress. L'équipage était installé dans un fuselage pressurisé et les 4 Wright Cyclone turbo-compressés de 2200 chevaux pouvaient entraîner ce bombardier puissant jusqu'à 570 km/h et monter à 33 600 pieds, soit environ 10 000 mètres. À ces performances, il faut ajouter une autonomie de 5200 km et une charge de bombes de 10 tonnes environ, ramenée pour les missions à long rayon d'action à environ 6 tonnes. La cible désignée pour cette puissante machine était le Japon. Après des débuts discrets à partir des bases chinoises en juin 1944, la campagne se déplaça au départ des énormes aérodromes des îles Mariannes. Avec un effort principal porté sur la construction et la maintenance de 5 grandes bases sur les 3 îles des Mariannes, le reste du travail était limité au soutien essentiel des bombardiers des équipages des 21e et plus tard 20e Bomber Command. Les briefings n'étaient pas seulement importants pour s'assurer que les équipages soient informés non seulement du quand et du comment de leur mission, mais aussi du pourquoi pour maintenir leur détermination et leur morale. Les dangers auxquels ils devaient faire face n'étaient pas seulement les défenses japonaises des zones urbaines et industrielles au cœur de l'archipel, mais aussi aux longs survols maritimes pour y aller et parfois en revenir endommagés. Les B-29 sont prêts pour le vol, chargés au maximum de carburant et à la bonne quantité de bombes, les équipages sortent du briefing. Sur chaque base, la piste principale faisait 60 mètres de large, 2800 mètres de long et disposait de plusieurs kilomètres de taxiways et de routes. Les taxiways permettaient aux Super Fortress de se déplacer des zones de maintenance aux zones d'assemblage proches des extrémités des pistes principales. Le réseau de routes permettait l'accès aux zones de stockage des bombes et du carburant. Organiser une force d'attaque au sol et la faire décoller était particulièrement complexe, mais rapidement, des procédures bien établies permirent aux Super Fortress de décoller et prendre la direction des cibles avec le minimum de gaspillage de carburant. Chaque Super Fortress avait un équipage de 10 hommes. À l'avant du compartiment pressurisé, on trouvait le pilote et le copilote dans le nez vitré. Le bombardier s'asseyait entre les pilotes, le navigateur, assis face à l'avant, était derrière le pilote et un ou deux mécaniciens navigants, assis vers l'arrière, étaient installés derrière le copilote. L'opérateur radio était plus vers l'arrière. Dans le compartiment pressurisé, derrière les ailes, mais connecté au compartiment avant par un passage au-dessus des 2 soutes de bombes, il y avait 2 à 3 mitrailleurs chargés de diriger les tourelles. Le mitrailleur de queue avait un compartiment indépendant. Les Super Fortress tracèrent leur route vers le Japon et dévastèrent ces grandes villes, mais également ses capacités de production militaire en attaquant l'industrie et les transports. Les B-29 entamèrent cette campagne selon la tactique imaginée pour elles, en effectuant des attaques de jour à haute altitude avec des bombes explosives. Il s'avéra que, en dépit du viseur perfectionné du B-29, la précision des bombardements était très mauvaise en raison des vents rapides et turbulents au-dessus du Japon. La campagne bascula en raid à basse altitude de nuit avec des charges mixtes de bombes explosives et de bombes incendiaires. L'homme qui mit brutalement fin à la Seconde Guerre mondiale fut le colonel Paul Tibbets. En décollant des îles Mariannes au matin du 6 août 1945, Tibbets et son équipage, à bord du B-29 Enola Gay, baptisé ainsi en l'honneur de sa mère, larguèrent une simple bombe atomique sur Hiroshima.
quite beyond what we had expected, because we saw this cloud of boiling dust and debris below us with this tremendous mushroom on top. Beneath that was hidden the ruins of the city of Hiroshima. Les destructions furent inimaginables. Il fallut pourtant une deuxième bombe atomique sur Nagasaki, 3 jours plus tard, pour démontrer aux Japonais que la guerre était effectivement finie pour eux. Les bombardiers avaient inauguré une terrifiante nouvelle forme de guerre.